Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vais, vous l'avez compris, ne vous parler ni de finance, ni d'immobilier. Vous êtes en train de vous dire, c'est la peau chouette, on peut partir. Ben non, parce que je vais vous parler du cadre dans lequel se déroulent vos activités immobilières, vos activités financières, et puis tout simplement la vie quotidienne. Et ce cadre, il est en train de bouger très fortement, et en fait, ça heurte nos représentations. L'idée, si vous voulez, occidentale, classique, qu'on se faisait de la nature, c'est un peu comme un U. Donc dans ce U, je peux faire circuler une petite boule de métal, elle va toujours retomber au fond. Donc en fait, quoi qu'on fasse, tout ira bien. Ben non. En fait, la nature, elle est en train de se dérober sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. Et donc ne confondez pas le message et le messager, parce que mon message n'est pas très drôle, mais il faut quand même bien avoir ça en tête. Alors, on va commencer par ça. Si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'on perturbe aussi puissamment le cadre de nos existences? Alors, il y a deux facteurs. Vous le voyez au début, il y a le facteur démographique. Entre, grosso modo, je vais arrondir les chiffres, entre 1950 et 2000, la population passe de 3 à 6 milliards. Elle a donc doublé. Nous sommes à 8. On attendra peut-être les 10 au milieu du siècle. Et alors que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous avez besoin de la même surface pour régénérer votre air, régénérer votre eau et produire votre alimentation. Mais en fait, et on le verra mieux avec un des dernières slides sur les limites planétaires, ce qui est vraiment extrêmement destructeur, comme vous le voyez ici, c'est le niveau des flux d'énergie et des flux de matière qui sous-tendent nos activités. Or, ceux-là n'ont pas fait que doubler, ils ont cru d'un facteur 10 entre 1950 et 2000, et ils continuent à croître. Et c'est ça qui détruit, c'est ce que nous allons voir, qui détruit l'habitabilité de la Terre. Et donc, depuis les années 50, vous le voyez avec ces courbes, on vous a mis chaque fois 1950, eh bien, toutes les courbes s'envolent vers le ciel. Mais vous saviez très bien, il n'y a aucun arbre sur Terre qui atteigne le ciel. C'est pareil pour les activités économiques, très probablement. La première partie, vous avez un certain nombre d'indicateurs, donc population, PIB mondial, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez prendre tous les types d'activités que vous voudrez choisir, mais systématiquement, vous verrez, vous l'avez par exemple en bas, en bas des slides, ben évidemment, ça a des effets sur les écosystèmes. Alors, on va commencer par une image qui n'est pas très drôle. Ça, c'est un vieux schéma, il date de 72, il a donc tout juste 50 ans. C'était un des scénarios du fameux rapport Meadows, rapport au Club de Rome et pas rapport du Club de Rome. Et là, on avait retenu, si vous voulez, 6 indicateurs. Et comme vous le voyez, eh bien, entre 2000 et 2040, eh bien, toutes les courbes vont atteindre un sommet et puis vont redescendre. Et on est probablement au moment où ça commence à redescendre. C'était très frustrant. Si vous voulez, si vous voulez par exemple, ce type de logiciel, c'est assez, si vous voulez, c'est assez simple. Hein, il n'y a pas énormément d'entrées, alors que aujourd'hui, des lignes de code, vous en aviez à peu près 360 à l'époque. Vous prenez aujourd'hui un modèle climatique, c'est des millions de lignes de code. Vous m'avez bien entendu, des millions de lignes de code. Personne ne sait maîtriser un modèle climatique aujourd'hui pour vous indiquer un petit peu la complexité des choses. Et bien pourtant, en dépit de ce côté extrêmement frustre, finalement, et vous allez le voir, ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas loin de cette projection, c'était même pas une prévision, de cette projection qui a 50 ans. Alors, on va commencer par le climat, mais le climat, si vous voulez, c'est qu'une des entrées des problèmes écologiques. Le climat, c'est un petit peu comme l'écrin. En fait, la finalité, ce n'est pas le climat. La finalité, c'est la chaleur et l'humidité. Ce sont les deux déterminants essentiels à l'épanouissement de la vie sur Terre. Évidemment, la fin, c'est la vie sur Terre. C'est l'épanouissement de la vie sur Terre. Ça n'est pas le climat. Mais le climat est évidemment un déterminant fondamental de cet épanouissement. Donc là, vous le voyez, vous retrouvez la courbe de tout à l'heure, 1950. En fait, alors c'est un petit peu différent pour le climat. Si vous voulez, on est sorti du petit âge glaciaire, hein, et
la queue de la sortie, c'est le début du XXe siècle. Le petit âge glaciaire, il est sensible à partir, alors pour l'Europe de l'Ouest, à partir du XIVe siècle. Hein, et là, la température va vraiment baisser d'1 degré en moyenne. Et quand on parle d'une moyenne, 1 degré, c'est vraiment énorme. Ça va vous donner la peste noire. 1347-1349, donc milieu du XIVe siècle, vous avez la peste noire qui va toucher eh bien, la partie ouest de l'Europe. C'est la moitié de la population, grosso modo, peut-être un peu plus. Dans les villes, c'est probablement 2 tiers. Dans les campagnes, 1 tiers qui disparaît. Ça, c'était un effet de la baisse générale des températures. Quand la peste noire arrive, elle va toucher des populations européennes qui sont dénutries, qui sont fragilisées, et elle va faire des ravages. Et si vous regardez l'histoire de manière générale, eh bien vous verrez que tous les événements historiques, ils sont quand même corrélés au climat en général, lequel va évidemment avoir une incidence sur les germes et leurs activités. Donc si je regarde ça, on a, si vous voulez, une petite augmentation de la température, elle va être à peu près 2/10 jusqu'au seuil des années 40, on a un plateau, et on a le dérèglement climatique qui commence à se sentir à compter de la fin des années 70. D'accord ? Fin des années 70. Et là, entre la fin des années 70 et aujourd'hui, eh bien, la température a augmenté d'1 degré. 1 degré, c'est gigantesque. Et on va voir ce que ça signifie très prochainement. Donc attention, vous avez là, remarquez bien, nos émissions commencent à exploser dès l'après-guerre. Mais vous avez une inertie du système qui fait qu'en fait, la température, elle, ne va commencer à augmenter qu'à compter de la fin des années 70. Eh bien, imaginez qu'on réduise nos émissions aujourd'hui de façon aussi significative que nous les avons augmentées dans le passé, eh bien, vous n'auriez pas un effet immédiat. Vous auriez un effet au bout entre 10 et 20 ans. C'est l'inertie du système. En d'autres termes, le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions accumulées jusqu'à il y a 20 ans. Et nous avons d'ores et déjà décidé du climat, grosso modo, que nous aurons dans 20 ans. La nature, c'est encore mieux qu'un investisseur. Hein, elle voit loin. Alors, très rapidement, donc là, c'est les différents scénarios. Donc ces scénarios, les chiffres que vous voyez, 1, 9, 2,6, etc., c'est l'augmentation du réchauffement de la Terre au mètre carré. C'est le nombre de watts en plus au mètre carré. Très probablement, on n'arrivera jamais au 8,5. Vaudrait mieux pas. Parce que là, si vous voulez, c'est une Terre qui est très peu habitable. On se retrouve à quelques-uns au Groenland et en petite tenue. Donc c'est franchement pas ce qu'il faudrait désirer. Hein. Mais normalement, on n'arrivera pas là. Alors ça, c'est les différentes trajectoires possibles. Évidemment, pour le moment, on est plutôt sur la trajectoire haussière. On est plutôt sur, en gros, 3,5 degrés vers la fin du siècle, entre 2,7 et un peu plus de 3. Si on veut effectivement plafonner, eh bien, ça suppose vraiment un changement de comportement qui est vraiment très important. Et en fait, on n'y est pas prêt. Et la plupart des gens, on en reparlera peut-être dans la table ronde, ne le veulent pas. Ils font justement mon fameux U. Ils considèrent que ce qu'on fait n'a pas d'incidence. Alors, je vais aller très vite là parce que je vais vous résumer, mais si vous voulez, on va prendre la chaleur. Si vous regardez les pics de chaleur au XXe siècle, vous avez de temps en temps, vous avez vu, c'était rarissime, et dans des endroits très très précis, la vallée de la mort, le golfe Persique, etc., vous aviez très très rarement des 50 degrés. Désormais, vous avez des pointes à 50 degrés, presque du nord de la Sibérie, Voyansk, c'est l'extrême nord-est de la Sibérie. Vous avez eu, il y a 2 ans, une pointe à 48 degrés 7/10. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, au Canada, à Lytton, hein, un petit village à 200 km de Vancouver, à l'est de Vancouver, vous avez eu un dôme de chaleur. Donc un dôme, ça veut dire que la chaleur se maintient plusieurs semaines, de 49 degrés 6/10. Et désormais, maintenant, les 50 degrés, si vous voulez, de la Méditerranée jusqu'à l'Australie, ils deviennent récurrents, fréquents. Et tout ça, on est avec un réchauffement moyen, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'1,2 degré.
d'1,2 degré. Attention, et j'y reviendrai, cet été, on était à un réchauffement moyen d'1,5 degré. 1,5 degré. Si vous vous souvenez de ce que nous raconte le GIEC, eh bien en fait, c'est la valeur en termes d'augmentation de la température moyenne sur Terre qu'il ne faudrait pas dépasser. Attention, pour le moment, en termes de chaleur, on reste dans ce que nous racontent les modèles. Et je vous rappelle que les premiers modèles, ils remontent aux années 60. Donc on a 60 ans de recul sur la fiabilité de nos modèles. Trouvez-moi ça en économie, et je vous paye le champagne collectivement à midi. 60 ans. 60 ans. Donc c'est quand même du lourd, c'est du ferme. En revanche, et je vais vous le montrer maintenant, en revanche, ce qu'on a mal anticipé, ce qu'on n'avait pas bien compris, ça ne concerne pas le réchauffement lui-même. Le réchauffement, c'est tout simplement une quantité d'énergie supérieure dans les basses couches de l'atmosphère. Okay ? Eh bien, ce qu'on n'avait pas bien compris, ce qu'on n'avait pas bien mesuré, eh bien, c'est l'expression du réchauffement climatique général, c'est-à-dire les événements sur lesquels on débouche. Sur lesquels on débouche, c'est-à-dire les vagues de chaleur. Alors, vagues de chaleur, là, vous avez l'été 2003. L'été 2003, par rapport à ce qui nous attend, c'est frais. Okay ? Donc, les vagues de chaleur, les vagues de sécheresse, ce qu'on appelle les méga-feux. Un méga-feu, c'est très différent d'un feu ordinaire. Les premiers, c'était Californie et ensuite Australie. Un méga-feu, c'est un feu que l'on n'arrive plus à éteindre. C'est un feu dont les flammes peuvent avoir plusieurs centaines de mètres. Elles vont largement au-delà de la cime des arbres tropicaux les plus élevés. C'est un feu, évidemment, qu'il est impossible d'éteindre, demandez aux Canadiens. On va y revenir. Et évidemment, c'est un feu qui va même jusqu'à détruire les graines que la nature enfouit dans le sol pour que la forêt puisse repartir après un incendie classique. C'est un feu qui détruit jusqu'à l'humus des sols. Okay ? Des inondations hors normes, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Une météo extrêmement heurtée. Alors ça, pour les cultures, c'est très difficile. Vous pouvez avoir un printemps tout d'abord chaud et on va passer dans une période de froid. Ce sont aussi des grêlons absolument hors normes qui remontent plusieurs fois dans la masse nuageuse et qui, à chaque fois, eh bien, prennent de l'embonpoint. Évidemment, quand ils s'abattent sur les cultures, je ne vous dis pas la suite. C'est ça l'ensemble des événements extrêmes. Et cela, eh bien, alors on peut rajouter aussi, j'ai oublié, les tempêtes et les cyclones. Il n'y a pas plus de cyclones qu'auparavant, mais il y a beaucoup plus de cyclones de catégorie 5. Et désormais, en fait, si vous voulez, le niveau standard des rafales, c'est au moins 200 km/h. On peut approcher les 400, mais c'est au moins 200 km/h. Des rafales à 200 km/h, elles sont déjà capables de détruire justement du dur. Par exemple, il y a quelques années, la gendarmerie de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes françaises a été détruite. Les pauvres gendarmes ont dû se réfugier dans le sous-sol. Toute la superstructure de leur immeuble avait été détruite. Alors là, on va parler d'inondation. Je vais vous donner un exemple qui date de l'an dernier. Entre août et septembre de l'an dernier, c'est ce qui s'est passé au Pakistan. Le Pakistan, c'est assez simple à comprendre. Il est traversé par l'Indus, lequel va collecter déjà un certain nombre de glaciers sous l'Himalaya, mais qui traverse tout l'Hindou-Kush et qui collecte tous les glaciers de l'Hindou-Kush et qui redescend à la verticale en traversant le Pakistan. Et donc l'an dernier, à la fois, il y a eu une mousson hors norme, jusqu'à 5 fois plus que la mousson traditionnelle. Et l'an dernier déjà, cette année ça ne sera pas mieux, l'an dernier déjà, les glaciers ont perdu en un été jusqu'à 6% de leur masse. Et donc c'est la conjonction de ces deux phénomènes qui a créé, si vous voulez, des inondations hors normes. Vous avez les chiffres là, c'est jusqu'à 1 million, si vous voulez, 250 000 habitations et 1,8 million d'hectares de terres agricoles qui ont été détruits. À la conférence, à la COP suivante, le président du Pakistan, discutant avec Zelensky et d'autres, il dit écoutez,
Pour faire une guerre, encore faut-il avoir un territoire. Et lui, son territoire a été pour un tiers largement dévasté. Mais l'année d'avant, vous vous en souvenez, vous avez des inondations à Liège, vous avez des inondations en Allemagne. Donc là, ce n'est pas le Pakistan, ce sont des régions qui sont, si vous voulez, au mieux collinaires. Et pourtant, vous avez des déstructurations au sol de plusieurs mètres. Quand les éléments naturels se déchaînent, la violence et la destructivité, évidemment, est complètement hors norme. À Derna, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, avec la rupture de 2 barrages, à la suite, évidemment, de précipitations tout à fait hors norme. Eh bien, c'est la quasi-totalité de la ville qui était détruite. Alors, cette fois-ci, avec des milliers de morts, on n'a pas encore le décompte précis. Si vous prenez, par exemple, les méga-feux, eh bien, cet été, au Canada, c'est pourtant des forêts boréales, des forêts du Nord, hein, eh bien, vous avez jusqu'à 17 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près le tiers du pays voisin, la France, qui est parti en fumée. Et plus on a des forêts, si vous voulez, monospécifiques, qu'on plante exprès en quelque sorte pour faire de l'énergie, et plus ces forêts partent facilement en feu. Ce qui part le moins en feu, ce sont des forêts en libre évolution. Des forêts qui se rapprochent, évidemment, qui n'en sont pas, mais qui se rapprochent des forêts primaires. Alors, vous avez les Libye, j'y reviens pas, je vous en ai parlé. Alors, évidemment, tous ces phénomènes-là vont aller vers, si vous voulez, disons, la conséquence pour nous la plus dramatique, quand vous avez vagues de chaleur, sécheresse, inondations, grêlons, météo heurtée, ben évidemment, qu'est-ce qu'il devient difficile? C'est de produire de l'alimentation. Et c'est déjà le cas. On constate un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Et là, vous avez cette année un exemple avec l'Espagne qui est tout à fait éloquent. L'Espagne a perdu 60% de ses surfaces céréalières, c'est 3,6 millions hectares, avec une sécheresse précoce, février-mars. Cette fois-ci, vous n'aurez pas moins 40, moins 60, moins 20%. Vous n'avez pas de récolte. Les plantes ont été détruites par la sécheresse. Et si l'on regarde les modèles, effectivement, bien, le sud de l'Europe va se désertifier en partie. Et la désertification est en cours. Donc ça, c'est sans doute l'incidence, si vous voulez, la plus lourde pour nous du dérèglement climatique. Et vous l'avez compris, le dérèglement climatique n'est pas du tout linéaire. Il franchit des seuils. Si je regarde ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire l'expression du dérèglement avec les événements extrêmes que je viens d'évoquer, eh bien ces événements, tels que nous les connaissons, ils ont commencé à s'intensifier à compter de 2018. Eh bien, c'est au mieux ce qu'on attendait au début de la deuxième moitié de ce siècle, voire à la fin du siècle. C'est des choses qu'on attendait avec 2 degrés. Il suffit simplement de regarder le rapport du GIEC, le rapport spécial SR15, donc, qui avait été publié en octobre 2018 par le GIEC, où on essayait de faire comprendre aux gens la différence qu'il y avait en termes d'expression par les événements extrêmes entre une hausse de la moyenne de 1,5 degré et une hausse de la moyenne de 2 degrés. On essayait d'expliquer aux gens la différence. Ben, en fait, oui, sauf que ce qu'on racontait à 1,5, voire parfois 2 degrés, on l'a déjà. Donc il n'y a pas d'emballement, en tout cas, peut-être pas, je vais y revenir, mais en tout cas, il y a une expression, et l'expression, c'est ce qui nous affecte, qui est beaucoup plus importante qu'attendu. Alors là, cet été, on a une mauvaise surprise. Je vais vous donner une interprétation possible. Ça, si ça continuait, oui, alors là, on pourrait parler d'un emballement du réchauffement lui-même. Vous savez que les océans, ils ont une inertie que n'ont pas les terres, ce qui fait que quand vous avez une canicule marine, tiens, j'ai oublié d'indiquer ça dans les événements extrêmes, quand vous avez une canicule marine, ça ne ressemble pas à une canicule terrestre. Là, c'est une dévastation de la vie. Parce que, évidemment, compte tenu de l'inertie des masses d'eau, eh bien, les animaux sont adaptés à des tranches de température beaucoup plus réduites, les animaux marins que les animaux terrestres, y compris la faune, y compris la flore, aquatique. Ce qui fait que quand vous avez une canicule marine, les ravages, c'est des centaines de millions d'êtres vivants qui meurent.
ce qui n'est pas le cas quand vous avez une canicule terrestre. Et bien là, cet été, regardez, l'écart entre la courbe, la pointe de cet été dans la température de surface de l'Atlantique Nord, l'écart entre la courbe de cette année et la courbe de l'an dernier, il équivaut à peu près à l'écart entre la courbe de 2022 et 2020. Alors, ce n'est pas forcément un emballement. En fait, une des explications possibles, eh bien, c'est un changement de l'albédo de la surface terrestre, c'est-à-dire sa capacité à renvoyer le rayonnement solaire dans l'atmosphère, tout simplement parce que en changeant la qualité du pétrole, des trafics de l'Atlantique, on a réduit le nombre d'aérosols. Vous verrez avec les limites planétaires ce que signifient ces aérosols. Ces aérosols, c'est des petites particules de matière qui partent de la Terre et qui montent dans les airs, comme l'indique le mot, et qui ont pour caractéristique de masquer une partie du réchauffement. Selon les évaluations, ça va entre quelques dixièmes jusqu'à pratiquement 1 degré. Donc c'est peut-être ça qui explique, mais si on avait ça sur plusieurs années, alors là, oui, ça serait vraiment inquiétant. On aurait peut-être un emballement, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Alors, 2 degrés, je vous dis tout de suite, hein, je vais aller très vite parce que le temps passe, 2 degrés, la Terre commence à devenir vraiment difficilement viable. Je vais très vite aller, je passe tout ça, je vais vous parler de la chaleur humide. Hein. La chaleur humide, eh bien, c'est un phénomène qui va accentuer, si vous voulez, l'effet de la chaleur en général. Quand on atteint les 30 degrés, l'essentiel de notre régulation thermique, c'est-à-dire de la régulation de notre température intérieure, hein, si je monte en température intérieure, si 38 je me sens pas bien, 39 je suis alité, et si je vais au-delà des 40, alors pour un philosophe c'est excellent, c'est le moment où je saurai si Dieu existe. Mais ce n'est pas totalement souhaitable, hein, pour l'ensemble du genre humain. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un air saturé d'humidité, hein? Quand vous avez un air saturé d'humidité, ça va commencer à 60%, 70%, 80%, ça peut aller jusqu'à la saturation jusqu'à 100%. Et bien évidemment, la marge que vous avez, elle va se réduire. Pourquoi? Parce que c'est l'évaporation de ma transpiration qui me rafraîchit. Hein, vous avez déjà remarqué que quand vous êtes sous un arbre, il fait frais. Quand vous êtes sous un parasol, il fait aussi chaud qu'à côté. Parce que l'arbre, il évapotranspire, c'est un être vivant. Si j'entoure une gourde dans le désert d'un chiffon mouillé, l'évaporation de l'humidité du chiffon va rafraîchir la gourde. Et nous sommes des gourdes. Vous l'avez compris avec le comportement qu'on a, nous sommes de sacrées gourdes. Et donc, évidemment, quand le taux d'humidité, lui, est beaucoup plus fort, évidemment, ma marge, elle s'amenuise. Ce qui fait que quand j'ai 32 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 70%, eh bien, j'ai une température ressentie de 41 degrés. Et ce phénomène-là, vous l'avez tout autour des tropiques. Alors, je vais aller très rapidement, j'ai plus le temps maintenant, le temps a beaucoup passé. Vous l'avez, je vais vous montrer simplement cette carte-là. Donc, en fait, si vous voulez, la conjonction chaleur humide qui accroît le côté désastreux pour le corps humain et la chaleur sèche. Là, par exemple, là où vous avez le noir, c'est vous avez aujourd'hui une température moyenne à l'année de 29 degrés. Il n'y a plus d'habitation humaine. Et si vous regardez la manière dont se répartissent, si vous voulez, les êtres humains, vous remarquez que ça n'a rien changé entre 2000 et 1800. C'est là où vous êtes dans les aires tropicales, où la température en moyenne est au moins de 22 degrés, eh bien, que vous avez le plus de population humaine. Et comme vous le voyez, ça ne marche pas du tout du côté du froid comme du côté du chaud. Quand vous passez à 28 degrés, la densité se réduit fortement. Et quand vous êtes à 29 degrés, évidemment, là, il n'y a plus personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement? Eh bien, évidemment, tout le graphe va aller vers la droite. Et donc, on va perdre, en fait, pas totalement, mais en partie, d'ici 20 ans, 30 ans, eh bien, toutes les aires situées dans les aires tropicales pourraient très bien devenir très difficilement habitables, voire inhabitables. Donc je vais très vite. Je passe tout ça. Sur le vivant, c'est pareil, je vais aller très très vite, il ne me reste plus rien, je vais même passer tout de suite aux limites planétaires, comme ça sera plus simple. Je vais vous donner le dernier référentiel, celui qui a été publié la semaine dernière. On ne peut pas avoir plus récent. Donc sur les 9 limites qu'on avait répertoriées, la première publication date de 2009, et bien désormais vous avez 6 limites
qui sont franchies. Le vert, c'est la zone de sécurité. C'était celle qui correspondait à l'Holocène. L'Holocène s'est terminé vers les années 50, et si je remonte, c'est 11 700 ans. C'est la fin du précédent âge glaciaire. L'Holocène, c'est le moment où l'humanité prend son essor. C'est là qu'est inventée l'agriculture, et c'est là que toutes les grandes civilisations vont naître et se développer. Et donc, regardez l'intelligence de l'humanité sur un plan collectif. Il y a beaucoup d'intelligence chez certains individus. Mais bon, là, on est vraiment idiot. C'est-à-dire qu'on fait tout pour fermer cette parenthèse. On a largement excédé la limite dans le domaine du changement climatique, dans le domaine du vivant sur Terre, dans le domaine de l'usage des sols, c'est essentiellement la déforestation. Pour l'eau, donc il y a 3 eaux, il y a verte, bleue et la grise, je laisse tomber la grise, mais l'eau verte, c'est la capacité des sols à capter de l'humidité. Et en fait, cette capacité des sols à capter, à préserver l'humidité, sans quoi il n'y a pas de nature qui peut éclore, eh bien c'est dû à la présence du vivant. C'est par exemple le mucus de certains insectes ou micro-organismes qui fait que l'eau reste dans le sol. Là, on a dézingué le vivant des sols, donc vous connaissez la suite. En ce qui concerne l'eau bleue, c'est toute l'eau qui circule facilement. C'est l'eau des rivières, c'est l'eau des lacs, c'est l'eau des nappes phréatiques. Eh bien, oui, j'ai compris, 30 secondes. Eh bien, et donc là, on a fait repartir une grande partie dans les compartiments salins. C'est fini à jamais. Donc, vous l'avez compris, je termine là-dessus. La situation est pas simple. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien là, les amis, je compte sur vous. Merci de votre attention. Merci Dominique Bourg, mais restez juste un instant. On n'a pas répondu à la question quand même du début. Oui. Est-ce qu'on aura 50 degrés à Genève? À Paris, pas de problème. Vous avez déjà une mission qui existe, dont le principal responsable est un élu qui s'appelle Alexandre Fortin. Paris à 50. Alors, si vous voulez, il y a des infrastructures, on pourrait les aménager. Les Australiens savent par exemple le faire. Nos infrastructures aujourd'hui, à 50 degrés, c'est fini. L'asphalte fond, les réseaux tombent en panne, etc. Mais Genève 50 degrés, alors, Genève 50 degrés, Celsius, j'y crois pas. En revanche, comme vous avez le lac, vous adorez le lac, vous avez bien raison, mais le lac, c'est de l'humidité. Donc un ressenti de 50 degrés à Genève, oui, ça n'est pas impossible. Je vous laisse sur cette bonne nouvelle.